Ils lurent d'abord Walter Scott. Ce fut comme la surprise d'un monde nouveau. Les hommes du passé, qui n'étaient pour eux que des fantômes ou des noms, devinrent des êtres vivants, rois, princes, sorciers, valets, gardes-chasse, moines, bohémiens, marchands et soldats, qui délibèrent, combattent, voyagent, trafiquent, mangent et boivent, chantent et prient dans la salle d'armes des châteaux, sur le banc noir des auberges, par les rues tortueuses des villes, sous l'auvent des échoppes, dans le cloître des monastères. Des paysages artistement composés entourent les scènes comme un décor de théâtre. On suit des yeux un cavalier qui galope le long des grèves, on aspire au milieu des genêts la fraîcheur du vent, la lune éclaire des lacs où glisse un bateau, le soleil fait reluire les cuirasses, la pluie tombe sur les huttes de feuillage. Sans connaître les modèles, il trouvait ces peintures ressemblantes et l'illusion était complète. L'hiver s'y passa. Après Walter Scott, Alexandre Dumas les divertit à la manière d'une lanterne magique. Ces personnages, alertes comme des singes, forts comme des bœufs, gais comme des pinsons, entrent et partent brusquement, sautent des toits sur le pavé, reçoivent d'affreuses blessures dont ils guérissent, sont crus morts et reparaissent. Il y a des trappes sous les planchers, des antidotes, des déguisements, et tout se mêle, court et se débrouille sans une minute pour la réflexion. L'amour conserve de la décence, le fanatisme est gai, les massacres font sourire. Rendus difficiles par ces deux maîtres, ils ne purent tolérer le fatras de Bélisaire, la niaiserie de Numa Pompilius, de Marchangy, du vicomte d'Arlincourt, la couleur de Frédéric Soulier, comme celle du bibliophile Jacob, leur parut insuffisante, et Monsieur Villemain les scandalisa, en montrant, page 85 de son Lascaris, une Espagnole qui fume une pipe. Une longue pipe arabe au milieu du XVe siècle. Pécuchet consultait la biographie universelle et entreprit de réviser Dumas au point de vue de la science. L'auteur, dans Les Deux Dianes, se trompe de date. Le mariage du dauphin François eut lieu le 15 octobre 1548 et non le 20 mars 1549. Comment sait-il, voir le page du duc de Savoie, que Catherine de Médicis, après la mort de son époux, voulait recommencer la guerre? Il est peu probable qu'on ait couronné le duc d'Anjou la nuit, dans une église, épisode qui agrémente la dame de Moncereau. La reine Margot, principalement, fourmille d'erreurs. Le duc de Nevers n'était pas absent. Il opina au conseil avant la Saint-Barthélemy, et Henri de Navarre ne suivit pas la procession 4 jours après. Henri III ne revint pas de Pologne aussi vite. D'ailleurs, combien de rengaines? Le miracle de l'Aubépine, le balcon de Charles IX, les gants empoisonnés de Jeanne d'Albret. Pécuchet n'eut plus confiance en Dumas. Il perdit même tout respect pour Walter Scott, à cause des bévues de son Quentin d'Urvart. Le meurtre de l'évêque de Liège est avancé de 15 ans. La femme de Robert de la Marck était Jeanne d'Archel et non Ameline de Croix. Loin d'être tué par un soldat, il fut mis à mort par Maximilien et la figure du téméraire, quand on trouva son cadavre, n'exprimait aucune menace puisque les loups l'avaient à demi dévoré. Ensuite, ils tâtèrent des romans humoristiques, tels que Le voyage autour de ma chambre de Xavier de Maistre, Sous les tilleuls d'Alphonse Karr. Dans ce genre de livre, on doit interrompre la narration pour parler de son chien, de ses pantoufles ou de sa maîtresse. Un tel sans-gêne, d'abord, les charma, puis leur parut stupide, car l'auteur efface son œuvre en y étalant sa personne. Par besoin de dramatique, ils se plongèrent dans les romans d'aventure. L'intrigue les intéressait d'autant plus qu'elle était enchevêtrée, extraordinaire et impossible. Ils s'évertuaient à prévoir les dénouements,
devinrent là-dessus très forts et se lassèrent d'une amusette indigne d'esprit sérieux. L'œuvre de Balzac les émerveilla. Tout à la fois comme une Babylone et comme des grains de poussière sous le microscope. Dans les choses les plus banales, des aspects nouveaux surgirent. Il n'avait pas soupçonné la vie moderne aussi profonde. « Quel observateur !» s'écria Bouvard. « Moi, je le trouve chimérique », finit par dire Pécuchet. « Il croit aux sciences occultes, à la monarchie, à la noblesse, est ébloui par les coquins, vous remue les millions comme des centimes, et ces bourgeois ne sont pas des bourgeois, mais des colosses. Pourquoi gonfler ce qui est plat et décrire tant de sottises ? Il a fait un roman sur la chimie, un autre sur la banque, un autre sur les machines à imprimer, comme un certain Ricard avait fait le cocher de fiacre, le porteur d'eau, le marchand de coco. Nous en aurions sur tous les métiers et sur toutes les provinces, puis sur toutes les villes et les étages de chaque maison et chaque individu, ce qui ne sera plus de la littérature, mais de la statistique ou de l'ethnographie. Peu importait à Bouvard le procédé, il voulait s'instruire, descendre plus avant dans la connaissance des mœurs. Il relut Paul de Kock, feuilleta de vieux ermites de la chaussée d'Antin. Comment perdre son temps à des inepties pareilles, disait Pécuchet. Mais par la suite, ce sera fort curieux comme document. Va te promener avec tes documents. Je demande quelque chose qui m'exalte, qui m'enlève aux misères de ce monde. Et Pécuchet, porté à l'idéal, tourna Bouvard insensiblement vers la tragédie. Pour ce deuxième texte, c'est un extrait que j'ai moi-même raccourci de l'extrait qu'on m'avait proposé, de la préface de Mademoiselle de Maupin. Je vous laisse écouter la langue. À côté du roman Moyen-Âge, verdissait le roman Charogne. Genre de roman très agréable et dont les petites maîtresses nerveuses et les cuisinières blasées faisaient une très grande consommation. Les feuilletonistes sont bien vite arrivés à l'odeur comme des corbeaux à la curée, et ils ont dépecé du bec de leurs plumes et méchamment mis à mort ce pauvre genre de roman qui ne demandait qu'à prospérer et à se putréfier paisiblement sur les rayons graisseux des cabinets de lecture. Que n'ont-ils pas dit ? Que n'ont-ils pas écrit ? Littérature de morgue ou de bagne, cauchemar de bourreau, hallucination de boucher ivre et d'argousin qui a la fièvre chaude. Il donnait péniblement à entendre que les auteurs étaient des assassins et des vampires, qu'ils avaient contracté la vicieuse habitude de tuer leur père et leur mère, qu'ils buvaient du sang dans des crânes, qu'ils se servaient de tibia pour fourchette et coupaient leur pain avec une guillotine. Et pourtant, ils savaient mieux que personne, pour avoir souvent déjeuné avec eux, que les auteurs de ces charmantes tueries étaient de braves fils de famille, très débonnaires et de bonne société, gantés de blanc, fashionablement myopes, se nourrissant plus volontiers de beefsteak que de côtelettes d'hommes, et buvant plus habituellement du vin de Bordeaux que du sang de jeunes filles ou d'enfants nouveau-nés. Pour avoir vu et touché leurs manuscrits, ils savaient parfaitement qu'ils étaient écrits avec de l'encre de la grande vertu sur du papier anglais et non avec du sang de guillotine sur peau de chrétien écorché vif. On aurait dit que les journalistes étaient devenus quakers, brahmanes, ou pythagoriciens, ou taureaux. Tant il leur avait pris une subite horreur du rouge et du sang. Jamais on ne les avait vus si fondants, si émollients. C'était de la crème, c'était du petit lait. Ils n'admettaient que deux couleurs, le bleu de ciel ou le vert pomme. Le rose n'était que sous fer et, si le public les eût laissés faire,
ils l'eussent mené paître des épinards sur les livres du Lignon, côte à côte avec les moutons d'Amaryllis. Ils avaient changé leur frac noir contre la veste tourterelle de Céladon ou de Sylvandre, et entouré leurs plumes d'oie de roses pompons et de faveurs en manière de houlette pastorale. Ils laissaient flotter leurs cheveux à l'enfant et s'étaient fait des virginités d'après la recette de Marion de Lorme, à quoi ils avaient aussi bien réussi qu'elle. Pour le roman de cœur, le roman ardent et passionné, qui a pour père Werther l'Allemand et pour mère Manon Lescaut la Française. Nous avons touché, au commencement de cette préface, quelques mots de la teigne morale qui s'y est désespérément attachée sous prétexte de religion et de bonnes mœurs. Les poux critiques sont comme les poux de corps qui abandonnent les cadavres pour aller aux vivants. Du cadavre du roman Moyen-Âge, les critiques sont passées au corps de celui-ci, qui a la peau dure et vivace et leur pourrait bien ébrécher les dents. Mais nous pensons, malgré tout le respect que nous avons pour les modernes apôtres, que les auteurs de ces romans appelés immoraux, sans être aussi mariés que les journalistes vertueux, ont assez généralement une mère et que plusieurs d'entre eux ont des sœurs et sont pourvus d'une abondante famille féminine. Mais leur mère et leurs sœurs ne lisent pas de romans, même de romans immoraux. Elles cousent, brodent et s'occupent des choses de la maison. Leurs bas, comme dirait M. Planard, sont d'une entière blancheur. Vous les pouvez regarder aux jambes. Elles ne sont pas bleues et le bonhomme Chrysale, lui qui haïssait tant les femmes savantes, les proposerait pour exemple à la docte Philaminte. Quant aux épouses de ces messieurs, puisqu'ils en ont tant, si virginaux que soient leurs maris, il me semble, à moi, qu'il est de certaines choses qu'elles doivent savoir. Au fait, il se peut bien qu'il ne leur ait rien montré. Alors, je comprends qu'ils tiennent à les maintenir dans cette précieuse et benoîte ignorance. Dieu est grand et Mahomet est son prophète. Les femmes sont curieuses. Fasse le ciel et la morale qu'elles contentent leur curiosité d'une manière plus légitime qu'Ève, leur grand-mère, et n'aillent pas faire des questions aux serpents. Pour leurs filles, si elles ont été en pension, je ne vois pas ce que les livres pourraient leur apprendre. Le seul titre du livre frappera la curiosité publique. La dent de la haine. Que signifie ce titre ? C'est donc un écrit burlesque du genre de la parodie des Danaïdes ? Eh non, morbleu. C'est du genre terrible, et du plus terrible qu'aient enfanté nos romanciers actuels. On ne vend plus autre chose à nos dames, à leurs femmes de chambre et aux couturières de Paris, que les ânes, les hogues et les bugs jargales qui leur font chaque nuit des peurs à s'évanouir. Écoutez, la dent de la haine. Le sujet tout entier soutient d'un bout à l'autre l'originalité de ce frontispice romantique. Le lieu où se passe l'action est un vieux château, situé sur les hauteurs des montagnes d'Auvergne, mamelle desséchée de la terre. Ce château gothique, d'un abord sinistre et mystérieux, est nommé Clos le Bec. Une jeune orpheline l'habite, avec son oncle, dont elle est la pupille, et avec ses deux cousins, l'un et l'autre frénétiques d'amour pour elle. Ces deux frères sont marqués du sceau réprobateur imprimé sur les premiers fils de l'homme. Grimaudi le grinçant ressent pour son jumeau, Céphaldi le grinçant, une fraternité caïne. Admirez cette épithète néologique. Un dévorant loup-cervier tomba sous le fusil du chasseur Céphaldi, matinal courtisan des forêts, que depuis on surnomma beau vainqueur du loup. Ce titre martial,
toucha le cœur ingénu de la champêtre et mélancolique Gélatina. Aux yeux de Lapie, la plus naïve et la plus tendre des filles de la terre. De là, les jalousies dénaturées des deux Grinçant, car elle préférait le vainqueur du loup au borgne Grimaudi, de qui la face jaunie et le regard oblique exprimaient les présages de la malédiction. Les deux rivaux se rencontrent dans le creux d'une ravine, immémoriable cicatrice d'un sol volcanisé. « Tu n'épouseras pas demain Gélatina !» s'écrie le bilieux Grimaudi au vermeil et sanguin Céphaldi. Celui-ci braque sur son frère deux yeux noirs, mais vides de courroux meurtriers, pareils à des pistolets qui ne sont point chargés. Néanmoins, il lève sur l'odieuse tête de Grinçant un noueux gourdin, tige innocente enlevée à l'arbre des druides. Grimaudi, sans armes, se rue sur le nouvel Abel et, lui mordant les poings jusqu'au sang, il fait lâcher le bâton défenseur, puis il se sauve dans le sombre et reculé bois en lui criant de loin encore « Tu ne jouiras pas de ta belle fiancée et j'empoisonnerai sur votre couche le baiser d'amour. » L'astre paisible des nuits, dont l'aspect les invitait à la douce concorde, n'en versa pas moins ses rayons d'argent sur leur pâle visage. La noire enceinte des cyprès frissonnants, des sapins plaintifs, des ifs, des houx funéraires, qui se raidissaient en murmurant sous le souffle de l'ouragan, avait à peine cessé d'exhaler le long pleur des revenants et la voix des spectres que Gélatina folâtrait au cercle des danses d'Hyménée, transition que comprennent bien les cœurs épris qui seuls ont le secret de l'ineffable impétuosité de l'amour et des sens d'une fille novice qu'exalte sa virginité. Bientôt, la tendre Gélatina, cette fleur d'innocence, ouvre le bal en fée radieuse des fêtes avec l'heureux vainqueur du loup, fraîche et colorée, comme la reine des lys et des roses, comme la vierge des prairies, ou, si l'on veut, la pucelle des anges. Ses pas onduleux coulent aussi que l'huile parfumée sur le poli de l'albâtre. Cependant, la fable des festins fléchit sous le poids des venaisons et des amphores. Les conviés boivent aux délices du couple séraphique. Mais l'époux attristé, voyant la place de son frère inoccupée, et se ressouvenant de sa menace d'un poison mortel, repousse avec horripilation les coupes de l'allégresse et des extases. Sombre, il tressaille la mort à venir. Les flambeaux de minuit accompagnent les mariés dans la chambre des mystères où doit s'accomplir la pudique cérémonie. L'épouse, émue des pressentiments du dernier adieu, dit à ses compagnes en les quittant « J'ai froid. J'ai le froid des ossements de ma mère. » Tout repose autour d'elle dans le château. Le calme assoupit l'étendue environnante. Mais, Grimaudi le Grinçant, lui, il veille. Et se sentant prêt à mourir du mal secret qui le ronge, ce monstre a chargé ses ténébreux, ses noirs amis, les brigands, de lui enlever la nouvelle épouse. Assez. Et même trop, je vous jure. Ma patience est à bout. Portez ce roman baroque au diable qui inspire les peintures de la morgue et des charniers. Ruinez-vous à payer et à faire afficher ces rêveries de Charenton, ces monstrueuses bizarreries, ces dégoûtantes extravagances, revêtues de phrases qui choquent la langue et le sens commun. Elles n'ont même plus le mérite de la singularité, tant elles pullulent et fourmillent dans la jeune école. On n'étale plus que cela dans vos boutiques et dans les cabinets de lecture. Ne comptez donc pas que j'achalande ces semences des imaginations dépravées qui, à leur tour, dépravent le goût national. Les arts sont faits pour plaire et attendrir, non pour révolter l'esprit et le cœur.
À cette brusque mercuriale, le libraire, désappointé, prit son chapeau et tourna les talons. Dans son trouble, il oublia les exemplaires vélinés de La dent de la haine que le sage journaliste mit au feu sans pitié pour les gravures et pour les élégantes vignettes. Le gueuleton de noces était terminé. Aux joies turbulentes, aux exclamations aiguës, aux chansons enrouées avait succédé le silence, un silence lourd, abruti, interrompu seulement par des hoquets bruyants. On digérait. Madame Poitrasson, l'herboriste, la mère de la mariée, toute rouge, les 2 brides de son chapeau nouées derrière le cou, était adossée à sa chaise dans une position affaissée, l'estomac débordant sur la nappe graisseuse. Palmyre, la demoiselle d'honneur, les yeux brillants, serrée dans sa robe à la faire craquer, se torchait le nez à la nappe et glissait insensiblement sous la table. Le mari, Isidore Vachalet, bandagiste, petit homme orné de lunettes bleues et perdu dans un immense faux col, songeait présentement à toute autre chose qu'aux devoirs conjugaux qu'il allait être appelé à remplir. De temps en temps, il poussait un soupir, souvenir indigeste de quelques plats trop résistants, et, se penchant à droite, se donnait un moment de satisfaction intime, sans pitié pour Madame Poirot, la teinturière, sa voisine de droite qui ronflait bruyamment, les joues en feu, les bras croisés sur une poitrine flasque. De l'autre côté, la cousine de l'herboriste pleurait d'attendrissement en buvant à même le rince-bouche d'Isidore. Ernestine Poitrasson, la mariée, se tenait en face, toute droite sous sa fleur d'oranger. Elle s'embêtait joliment. Elle n'avait point voulu prendre part à la soulographie. Tous ces gens qui l'entouraient la dégoûtaient, lui donnaient des hauts le cœur. C'était un tas de sacrés cochons. Non, ce n'était pas elle encore qui se flanquerait une cuite comme ça. Ah, flûte! Quelle sale existence elle avait eue jusqu'à présent. Il y avait longtemps qu'elle en avait eu assez. Et puis, elle avait ses idées. Lorsqu'on lui proposa Isidore, elle fut sur le point d'éclater. Un bandagiste. Ah, ben oui. Elle sortait d'en prendre. Non, vrai. Il y avait qu'elle pour avoir une sacrée déveine comme ça. Eh ben quoi, malgré tout, elle avait dit oui. Mais elle ne l'aimait pas, cet homme. Et elle ne l'aimerait jamais. Et son regard se porta sur Isidore, juste au moment où celui-ci, pour la 3e fois, souillait la robe de Madame Poirot. Le cochon. Jamais elle ne voudrait se laisser embrasser par un salaud pareil. Et puis, elle s'était toquée d'un homme. Oh, mais toquée comme une bête. Un joli garçon, riche, toujours la même rengaine, pas moyen pour lui d'épouser une sans le sou. Lui aurait bien voulu rigoler avec elle, mais elle n'avait pas voulu. Ce n'est pas que la rigolade lui fasse peur, mais ça lui aurait occasionné des scènes, à n'en plus finir, et ça l'assommait d'entendre gueuler. Et puis ensuite, il y avait les gosses et tout le tremblement. Mince alors. Elle s'était dit d'abord, marions-nous, et puis dame, après on pourra rigoler à l'aise. Et, dans l'atmosphère lourde, épaisse et empuantie, montait une odeur étrange d'ail et de vin répandue sur la table, mêlée aux fumées des plats à la senteur plus pénétrante des hoquets du marié. Cela lui prenait à la gorge. Elle n'en pouvait plus. Elle en avait assez de cette cochonnerie. Elle allait se montrer une bonne fois et faire comprendre tout de suite qu'elle voulait être la maîtresse. Et elle cria par-dessus la table « Hé, Isidore !» Celui-ci qui était endormi se réveilla brusquement. « Hein ?
fit-il d'une voix pâteuse. « Fiche-moi la paix !» Ah, c'est comme ça qu'il lui parlait. Eh bien, il allait voir, et prenant son assiette, elle la lança à la tête de son époux. Celui-ci riposta, mais son assiette alla se briser sur le visage de Madame Poitrasson, qui se mit à gueuler à l'assassin. Ernestine prit alors son verre et en lança le contenu à la tête d'Isidore. « Attends, Ross !» hurla l'époux, le visage dégoûtant de vin, et remplissant son verre, il jeta le liquide à la figure de la mariée. Alors, ce fut une lutte acharnée. Ils avaient chacun saisi une carafe, et remplissant rapidement leur verre, ils se lançaient l'eau à la tête avec fureur. Les invités stupides, l'œil émerillonné, considéraient la bataille tranquillement. Quelques-uns faisaient tss, tss. Incapable de se contenir plus longtemps, Ernestine se leva de table et marcha droit à son époux en s'écriant « Tu vas voir, sacré cochon !» Isidore s'était levé aussi, secouant ses membres alourdis par l'ivresse. Alors, ce fut un entrelacement inouï de jambes, de bras, se tordant sous un effort vigoureux. Le corsage de la mariée s'était fendu complètement et son chignon gisait à terre. Mais Isidore faiblissait à vue d'œil. Par un mouvement brusque, Ernestine le saisit au rein et le faisant pirouetter sur lui-même, elle le courba en deux, puis tirant avec violence la ceinture du pantalon, elle arracha l'étoffe lambeau par lambeau. Alors elle leva le bras en l'air et se mit à frapper tant qu'elle en eut de la force. Puis, n'en pouvant plus, elle lâcha Isidore, alla prendre son manteau et son chapeau accroché à une patère et sortit sans regarder personne. Ah, ces romans feuilletons de 90 000 lignes, ces énormes romans d'aventure qui serpentent pendant 6 mois au rez-de-chaussée des journaux populaires, où la foule se procure sans péril et au meilleur prix, les sensations pour elle toujours suaves du vol, du viol et de l'assassinat. Ces cauchemars de l'imagination canaille avec lesquels on est toujours sûr d'atteindre, dans le civilisé, la bête féroce qui y est tapie. Il paraît qu'ils sont difficiles à faire. Les écrivains de cette littérature deviennent rares. Les bons s'entend, car il y en a de bons, dit-on. Mais dès qu'ils ont leurs 30 000 livres de rente, ils se retirent du négoce ou bien ils demandent 5 francs la ligne et une prime à chaque dizaine de chourinades. Encore pour ces 5 francs la ligne, dédaignent-ils rédiger eux-mêmes. Car le génie s'épuise vite dans le rocambolisme. Les moyens connus de tuer, de violer et de détrousser le prochain étant, en somme, moins nombreux qu'on ne rêve. Ils repassent donc la besogne à des cerveaux plus frais et se contentent de signer glorieusement ce qu'ils ne se donnent même plus la peine de lire. Ainsi qu'il appert de l'histoire suivante qu'on m'a contée et qui est drôle. L'un de ces fabricants de mort au peuple, un illustre, un maître du genre que nous appellerons, si vous le voulez, Anténor Microcéphas, avait décroché dans un riche organe la commande, sur titre, d'une fourniture considérable de bêtises à suivre au numéro. C'était quelque chose comme Mémoire du bagne par un notaire ou Les étrangleurs de Vaugirard, que sais-je. Peut-être Carcassin l'ouvreur de ventre. Enfin, vous l'imaginez. Au terme du traité, il devait y en avoir pour une boyauderie en tripes et en eau, au moins pour 2 usines de noir animal. C'était pour Microcéphas une affaire de 60 000 francs. Ceux qui sont jaloux de sa fortune prétendent qu'il n'a jamais su de sa vie tracer autre chose sur le papier que les lettres majuscules de son nom, et que tous ses chefs-d'œuvre ont été perpétués dans des galetas de faméliques. Pour ce que j'en sais, il m'indiffère, mais le bruit doit être rapporté afin d'éclairer la narration. Au jour prescrit, le riche organe servit donc à sa clientèle, que rien ne blase, le premier feuilleton
pente lentement attendue de Carcassin, l'ouvreur de ventre. Et dès ce numéro, un ventre y était ouvert à la hache. Ce départ est l'un des plus beaux départs de romans démocratiques que l'on connaisse. Toute la conciergerie française en bava. Et dans les cités ouvrières, le renom de Carcassin fut fondé. Tranquille sur l'effet désormais assuré de son œuvre d'art, Anténor Microcéphas était parti pour la Côte d'Azur, où il hiverne, laissant au riche organe de la copie pour 3 bons mois et sans souci sur la livraison du reste. Il s'était entendu, en effet, dès le traité conclu, avec un brave professeur batignolais nommé Botton, latiniste vacant et styliste à tout faire, lequel s'était chargé de lui composer Carcassin et ses éventrements à raison de 50 centimes la ligne de prose. Ce Botton était fort exact, et Microcéphas savait d'expérience qu'il pouvait compter sur lui. Or, un soir, qu'à une table de 30 et 40, là-bas, il venait d'être ratissé de la quasi-totalité des 2,50 francs qui lui revenaient par ligne de son travail, on lui remit un télégramme. Ce poulet électrique disait « Plus de copies que pour 15 jours, papier dévore, envoyé suite et même fin. » Mais Anténor demeura calme. Botton était là. Et avec Botton, rien à craindre. Il jeta donc à Botton une dépêche aérienne dans Batignolles. Point de réponse de Botton. Et nouveau poulet de l'organe. Microcéphas sauta dans le rapide, et quand il arriva à Paris, il n'y en avait plus sur le marbre que pour 8 jours de Carcassin et de ses abominations. Qu'arrivait-il donc à Botton jusqu'à cette heure impeccable ? Il arrivait à Botton jusqu'à cette heure impeccable qu'il était mort. Ni plus ni moins que Nabuchodonosor, car ces choses arrivent. Le coup était sinistre et formidable, et jamais Carcassin lui-même ne vit homme plus étripé qu'Anténor, son putatif de père. La veuve de Botton en eut pitié. Si vous me conservez les 50 centimes la ligne, jusqu'à la fin du roman, je vous dirai où elle est, cette fin, car elle existe. » Anténor offrit 15 sous tant l'angoisse rend magnifique. Alors, la veuve, souriante dans les larmes, lui révéla que jamais le sublime Botton n'avait écrit lui-même un seul mot qu'il ne signa, étant très fier, et que pour Carcassin, comme pour les autres, il se bornait à la sous-entreprise. C'est un nommé Chapeau, ajouta-t-elle, qui, à raison de 5 centimes la ligne, plus l'encre et les plumes, s'était chargé de la rédaction de vos ouvrages. « Et où demeure-t-il » hurla l'illustre maître. Et sur la promesse des 15 sous, il eut l'adresse. « Cocher, à la Villette, et brûlez le pavé. Il y a 1 franc de pourboire. » À l'adresse, Anténor trouva une pension, ou plutôt, selon l'enseigne, un cours préparatoire aux examens de baccalauréat, soit une gaveuse, et il en demanda l'industriel. « Vous avez ici un sieur Chapeau. »« Oui, monsieur. Ou plutôt, je ne l'ai plus depuis ce matin, à mon grand regret. C'était un admirable répétiteur. Il s'entendait comme personne à faire travailler nos jeunes élèves, et mon institution lui doit ses succès les plus brillants en Sorbonne. Où pourrais-je le voir ? Je l'ignore. Il vient de m'être réclamé pour le service militaire. Il paraît qu'il l'avait oublié. Nul pourtant n'était plus ferme sur la discipline. Avez-vous ces papiers ? J'en serais bien en peine. Oncle ne vit Chapeau une plume à la main. Le grand romancier populaire rentra chez lui, aplati. Qu'allait-il faire ?
interrompre la publication et perdre, avec sa gloire, le bénéfice d'un tel traité? Se résigne-t-on à un tel sacrifice? On l'eût vainement demandé à Victor Hugo lui-même. Avouer sa longue supercherie et appeler ses confrères à son aide? Plus impossible encore. Couper court au roman et tuer Carcassin en un seul et dernier feuilleton? Il ne savait même pas ce que c'était que Carcassin. Il ne lisait pas son ouvrage. Son métier le dégoûtait. Il n'aimait que les petits vers sur les fleurs et sur les oiseaux, et les calembours. Il ne lui restait que 2 partis à prendre. Se suicider ou lire Carcassin et le terminer lui-même. Et des 2 mots, il choisit le pire. Il lut. 3 mois d'éventrement avaient déjà paru, agrémentés de leurs épisodes de viol, de cambriolage et d'horreurs absurdes. Il se perdait dans les cadavres, il n'y comprenait goutte, il confondait les noms, les aventures et les lieux. Il en pleurait. Alors, ô vengeance de Dieu, il écrivit. Il entra dans cette littérature. Il en mangea, le malheureux. À la 200e ligne, il prit son revolver, car il vit bien que tout était préférable à cet art, lorsqu'on lui apporta une autre dépêche du riche organe. Avons reçu suite et fin du manuscrit, c'est admirable, compliments et merci. Quand Chapeau revint d'Algérie, il alla demander du travail à Microcéphas. « Mon cher maître, lui expliqua-t-il, c'est bien simple. Je l'ai fait faire par mes élèves, les lignes. Quand je suis parti, Carcassin était terminé, et je l'ai porté au journal moi-même. » Prologue. C'était l'hiver. La neige tombait en tourbillon, et là-bas, le Louvre sombre semblait une bête monstrueuse attendant sa proie. Comme minuit sonnait au beffroi de Saint-Germain, 3 hommes débouchèrent de la rue Henri IV et se dirigèrent vers le Pont-Neuf. Ils étaient masqués, et leurs manteaux couleur de muraille les confondaient avec la terre qui craquait sous leurs pas. « Beau temps pour la besogne !» dit le plus jeune au plus vieux. « Ça dépend !» répondit celui-ci avec un fort accent gascon. Le 3e suivait derrière et ne disait rien. Chapitre 1er, où l'on apprendra ce que venaient faire sur le Pont-Neuf les 3 hommes masqués. Quand ils furent arrivés sur le Pont-Neuf, celui qui n'avait rien dit jusque-là arrêta ses compagnons d'un geste et d'un mot. « C'est ici. » « Eh bien, Capstock, interrogea le vieux en s'arc-boutant au parapet, nous diras-tu enfin pourquoi tu nous amènes ici ? Celui qu'on venait d'appeler Capstock mit un doigt sur sa bouche. « Chut !» dit-il. Au même instant, des pas se firent entendre au loin. Capstock tendit l'oreille, puis désignant aux 2 hommes dont il paraissait le chef, une ombre qui s'avança. « Agissez, messieurs !» Les 2 hommes comprirent, tirèrent leurs rapières et attendirent. Chapitre 2. Suite du précédent. Comme l'inconnu s'approchait, le Gascon se fendit comme s'il eût voulu faire un pont à la Gironde. Et avant que les 2 autres aient eu le temps de se mettre en garde, il pourfendait le passant d'un large coup de sa rapière. Les 3 hommes se précipitèrent sur le cadavre gisant sur la neige, qu'il maculait de son sang, et un triple cri de rage se fit entendre. « Malheur ! Nous nous sommes trompés !»« Bah, haine de plus, haine de moins !» dit le Gascon qui prenait vite son parti des choses, et, empoignant le cadavre dans ses bras vigoureux, il le jeta dans la Seigne par-dessus le parapet. Chapitre 3. Le bâtard rouge. Le flot avait à peine englouti le cadavre que
que là-bas, une poterne du Louvre s'entr'ouvrait, livrant passage à un homme enveloppé d'un sombre manteau. Il avançait à petits pas et son visage, que l'obscurité empêchait de distinguer, était voilé d'une ombre de préoccupation. Dès qu'ils l'aperçurent, les hommes tressaillirent. « C'est lui !» dit Capstock. Et cette fois, avant que le Gascon eût pu faire un pas, Capstock enfonçait sa dague dans la gorge de l'homme au manteau en s'écriant « À toi, duc de Bellieuze, à toi le coup du boucher !» Mais, à ce moment même, Capstock sentit une main de fer s'appesantir sur son épaule. « Halte là, mon camarade !»« Qui es-tu ?»« Qui je suis ?»« Le bâtard rouge !» À ce nom, le Gascon et son compagnon s'enfuirent à toutes jambes. Mais Capstock avait vécu. Chapitre 4. Ce que c'était que le bâtard rouge. Quel était ce bâtard rouge ? En un peu de mots, nous allons l'apprendre. La suite au prochain numéro. Il était une fois un jeune homme du nom de Robinson Crusoe qui mourait d'envie de voyager. Un de ses amis, qui partait pour London, l'engagea à faire ce voyage avec lui. « Mais je n'oserais pas dire à maman que je vais à London !» s'écria Robinson. « Allons donc !» répartit son ami, et ils partirent. La traversée fut un peu fatigante. Le Père éternel retournait la mer comme une salade de capucine. Robinson éprouvait un malaise difficile à décrire. Le ciel eut enfin pitié des pauvres voyageurs et mit un terme à leurs souffrances en les envoyant tous au fond des eaux. Une partie de l'équipage périt, le reste se noya. Robinson échappa seul à cette contrariété grâce aux semelles de liège qu'il portait habituellement pour se garantir des rhumes de cerveau. Après des efforts inouïs, il parvint à se mettre à flot et, faisant ses brassées, sa coupe, sa planche, mettant à profit les excellentes leçons qu'il avait reçues à l'école de natation de Deligny, il aborda une île dénuée de tous ses habitants. Ce qui lui fit doublement plaisir, car il avait sommeil et désirait n'être pas dérangé. Il dormit toute la nuit comme un bienheureux et ne se réveilla qu'à 8 heures du matin. Son premier soin fut de visiter l'île dont il avait si heureusement pris possession. Il n'y rencontra ni sergent de ville, ni commissaire de police, ni garde champêtre, ce qui ne lui fit pas trop de peine. Et il ne vit aucun vestige de garde nationale, ce qui lui fit le plus grand plaisir. Mais, hélas, la plus belle moitié du genre humain manquait aussi bien que la plus laide. Et il s'en affligea car, disait-il, la population de l'endroit est menacée d'un affreux décroissement. Ne sachant quel parti prendre, il assembla son conseil, composé premièrement de lui-même comme président, deuxièmement de ses bottes et de son chapeau comme conseiller. La plupart des conseils dans les pays les mieux habités ne se composent guère autrement. Président, celui qui veut donner son avis, conseiller, ceux qui n'ont pas d'avis à donner. Après cette conférence, dans laquelle toutes les opinions furent librement émises et discutées par le président, il fut unanimement reconnu et déclaré, premièrement, que l'île était déserte, faute d'habitants, deuxièmement, que l'île étant déserte, il n'y avait lieu, quant à présent, à s'occuper de lui donner une constitution, mais plutôt qu'il était urgent de ne pas laisser dépérir celle du président. Robinson avisa donc un moyen de déjeuner. La chose n'était pas facile. Les volailles indigènes étaient d'un égoïsme révoltant. Elles ne songeaient qu'à leur propre nourriture. La bague devint le garde-manger, le tabac de caporal remplit l'office de légumes, et la pierre à briquet fut le plat de résistance.
En sortant de table, Robinson éprouva le besoin de se coucher. La journée n'avait pas été très laborieuse, mais elle avait été fort ennuyeuse. Il songea donc à dormir. Mais il craignit infiniment les bêtes féroces, faiblesse bien excusable à son âge. D'ailleurs, il lui semblait un peu dur, n'ayant pas dîné lui-même, de servir de dîner aux autres. Il se décida, en conséquence, à coucher sur un arbre. Cette position n'était pas commode, mais elle était neuve et consolante. Il n'était pas probable que les loups iraient le dénicher là. Sur les 6 heures, il fut réveillé par une querelle de ménage entre 2 pierrots, dont l'un, qui avait découché, recevait une danse conjugale. Il sortit pour prendre l'air, et, comme il réfléchissait à cette circonstance assez triste que personne n'était venu savoir de ses nouvelles, il découvrit sur le sable, près de chez lui, la trace évidente de quelque créature humaine. Cela l'effraya plus encore que le tremblement de terre, et certes, il y avait là bien de quoi l'effrayer. Jusque-là, il avait été le seul roi, le plus riche, le plus puissant, le plus beau et le plus aimable de son île. Qu'allait-il devenir ? L'humanité se dressait devant lui, escortée de ses légions de querelles, de discussions, de jalousies, de cancans et de mauvais tours. Il voyait déjà la nécessité de défendre son bien, sa peau et son honneur. Eh quoi ? Faut-il déjà rentrer dans la civilisation ? Vais-je revoir des uniformes, des moustaches, des croix d'honneur, des tambours-majors et toutes ces niaiseries ? Va-t-on m'imposer à me recenser et me faire monter la garde ? Ouh là là, ouh là là. Et il voulut en avoir tout de suite le cœur net. S'armant donc de son fusil, comme il convient de le faire quand on s'attend à rencontrer des hommes dans un lieu écarté, il se mit à parcourir son île. Grâce à Dieu, le danger était moins grand qu'il ne l'avait redouté. Il n'avait point affaire aux hommes civilisés, mais seulement à une société de sauvages venus d'une île voisine pour se divertir, donner un bal de jour et faire un léger repas d'un autre sauvage qui allait composer le menu. Un peu piqué de ne pas avoir reçu d'invitation, Robinson, qui en qualité d'homme civilisé tirait fort bien, annonça sa présence par une décharge de mousqueterie. Les sauvages s'enfuirent épouvantés, laissant sur la place un mort et un vivant. Le vivant se trouvait être le jeune sauvageon destiné à servir de veau dans le repas projeté. Robinson le fit prisonnier et l'attacha à son service en qualité de groom. Vendredi, tel est le nom dont son maître le baptisa, paraissait aimer un peu bien la chair fraîche, et peut-être n'eût-il pas été fâché de convertir bon maître en beefsteak. Voilà.